à tous, dans l'entretien du jour, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la restitution d'œuvres qui sont en France à l'Afrique. Dans l'actualité, la restitution d'œuvres au Bénin et au Sénégal a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat ce mois-ci. Elle deviendra effective au début de l'année 2021. Une restitution mise en œuvre par Emmanuel Macron en novembre 2017 lors de son voyage à Ouagadougou. Une loi qui est aujourd'hui assez discutée de part et d'autre. Alors pour en parler, nous recevons le député Mjid El Guerrab. Depuis le 19 juin 2017, il est membre de l'Assemblée nationale du 9e arrondissement des Français de l'étranger qui comprend le Maghreb et une partie de l'Afrique de l'Ouest. Mjid El Guerrab, bonjour. Alors comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors je crois que vous revenez du Maroc, du Niger, de la Sierra Leone. Comment ça se passe là-bas au Maroc, l'épidémie, l'économie Ça va, on ça en va. est où ? Ils gèrent plutôt très bien. Je dirais même que pendant une longue période, au début de l'épidémie, ils ont même vraiment mieux géré que la France et que beaucoup de pays européens. Et c'est vrai qu'il y a eu pour eux une deuxième vague, mais qui en réalité était une première vague, à partir de septembre, quand ils ont passé l'Aïd. L'Aïd. Ouais. Et donc là, il y a eu des regroupements, etc. Et puis l'été, les gens sont allés aussi en vacances. Et donc à la rentrée, on a vraiment eu une sorte de vague qui était assez importante. Ils gèrent. Quand vous dites ils ont mieux géré que nous, qu'est-ce qu'ils ont mieux fait que nous, que mieux Ils ont en France ? confiné très tôt, très vite. Ils ont fermé les frontières beaucoup plus durement que nous. Ils ont confiné beaucoup plus durement que nous. Pour se déplacer, il fallait des attestations de déplacement, mais pas qu'on s'auto-délivre, mais qu'il fallait aller demander à des autorités locales. Donc c'était encore plus compliqué et quand on se déplaçait, c'est vraiment qu'on avait une bonne raison de se déplacer. Donc voilà, donc ils ont réussi à passer vraiment toute la première vague avec une centaine de décès, plusieurs milliers de cas, mais sans trop de décès. Et à partir effectivement de fin août, septembre, là, c'est vraiment parti parce qu'ils ont aussi, comme nous, ils ont lâché la bride. Et donc voilà. Et alors là, le tourisme, on se pose tous la question, là, c'est comment ça va se passer ? Parce que le Maroc, Noël, c'est une grosse destination pour eux. Oui, j'ai rencontré les autorités locales, notamment la ministre du Tourisme et des Transports aériens, et qui me disait que justement, leur objectif, c'est de réussir la saison hivernale, puisque la saison estivale a complètement été stoppée. Et donc, ils ont commencé à réouvrir petit à petit. Et voilà, donc là, dans les zones où ils font des sortes de confinements localisés, dans les zones où il y a vraiment une forte épidémie, comme à Casablanca, il y a un couvre-feu qui est assez strict, très dur. Couvre-feu vraiment... C'est vraiment personne dehors à partir de 21h. Personne. Je suis passé dans les rues. Il faut vraiment avoir une bonne raison pour aller dehors parce qu'il y a des barrages de policiers partout, etc. Donc voilà, bon, ils sont très sérieux et ils font ça, très strictement. Voilà. Alors pour commencer cette émission, je vous propose d'abord de regarder ce premier sujet pour comprendre de quoi il s'agit. Ces totems comptent parmi les plus belles pièces du musée parisien du Quai Branly. Sur l'étiquette, il s'agit d'un don d'un général français, mais pour le Bénin, région d'où elles sont originaires, ces statues ont été pillées par la France à la fin du XIXe siècle lors de la conquête de cette ancienne colonie. Une situation symbole d'un vieux débat. Les pays occidentaux doivent-ils rendre à l'Afrique ses œuvres d'art ? Novembre 2017 à Ouagadougou, le président Macron met fin à un long tabou en évoquant un mécanisme de restitution de son patrimoine à l'Afrique d'ici 5 ans. Une annonce qui fait trembler les conservateurs européens, jusqu'à présent farouchement opposés à toute restitution. Le débat s'est tout de suite heurté à une difficulté d'ordre juridique, puisque ces pièces étaient rentrées de manière légale, vu le rapport de l'époque, dans nos collections publiques. Et vous le savez qu'à partir du moment où des pièces sont rentrées d'une manière légale dans les collections publiques, elles sont inaliénables. Elles ne peuvent pas repartir à un soi-disant propriétaire qui, pour ces musées, n'existe pas, puisque ces États n'existaient pas à l'époque. Au musée des civilisations d'Abidjan, l'annonce du président français a été applaudie. Une opportunité sans précédent pour sa directrice, qui estime qu'une énorme partie des biens culturels ivoiriens se trouverait à l'étranger. Pour autant,
ces retours doivent se faire par étapes. Il faut essayer de voir comment réunir toutes les conditions pour accueillir ces objets qui étaient dans un certain conditionnement et qui arrivent dans un autre espace. Alors, est-ce qu'il faut restituer les objets tout de suite et maintenant ? Structure d'accueil, conservation, entretien. Pour des spécialistes, tous les pays africains ne sont pas pour l'instant prêts à accueillir leurs œuvres dans de bonnes conditions. Alors certains musées européens proposent des compromis, comme ici à Londres. Pour ce musée, pas question de rendre à l'Éthiopie ses trésors anciens. La galerie se contente tout juste d'envisager de les lui prêter de façon temporaire, tout en restant propriétaire. L'entrée de ces objets dans les collections du musée, ainsi que leur statut juridique, font l'objet de nombreuses difficultés. Et discuter d'un prêt est peut-être la façon la plus simple de garantir l'accès à ces collections. Une approche timide, à contre-courant des recommandations de l'UNESCO. Depuis 40 ans, l'organisation milite pour un retour en Afrique des biens culturels sortis du continent durant l'époque coloniale. Il est très difficile de donner un carton jaune à certains musées et pas à d'autres, mais de manière globale, tous les musées sont conscients que ce débat est une réalité et qu'il faut trouver des solutions. Sur 26 pièces du trésor de Béhanzin provenant du pillage du palais d'Abomey en 1892 et au Sénégal sur un sabre et un fourreau attribués à El Hadj Omar Tall. Vous étiez, vous, dans l'hémicycle lors du vote de cette loi. Quelles étaient les réactions ? Alors, il y a eu, à ma grande surprise, une unanimité sur la restitution de ces œuvres. Et ça m'a beaucoup surpris parce que je pensais qu'il y aurait quand même quelques débats, disons. Mais en vérité, la représentation nationale française, un peu comme l'avait d'ailleurs déjà annoncé le président de la République en 2017, était assez unanime pour dire, voilà, la France a colonisé, la France a parfois spolié certains pays durant cette colonisation. Et aujourd'hui, si on veut écrire une nouvelle page avec l'Afrique, si on veut rentrer dans une nouvelle ère et disons, aller de l'avant, il faut qu'on fasse ces gestes qui sont symboliques. Les 26 statuettes béninoises et le sabre de Hadj Omar Tall, je ne suis pas certain que vous ayez beaucoup de manifestations en France pour les réclamer leur retour. Par contre, moi j'ai assisté physiquement, et là c'était pas dans l'hémicycle, mais c'était aux côtés d'Édouard Philippe au Sénégal, à la restitution physique du sabre. C'était il y a un an, jour pour jour. C'était il y a un an exactement, jour pour jour, c'était en novembre 2019, ouais, et c'était 17 novembre. Extraordinaire. J'ai jamais vécu de ma vie un tel moment de tension, mais d'émotion, de puissance dans le moment où nous, on avait l'impression de rendre un petit objet peut-être un peu rouillé, pas certainement. Mais il n'était pas très bien exposé en France, il était au musée des armées. Voilà, assez médiocrement exposé. Quand on a remis cet objet, ça a créé dans la salle, je me souviens, il y avait toutes les confréries soufis, toutes les confréries sénégalaises qui étaient réunies et qui criaient des Allahu Akbar, comme si on leur remettait un objet quasiment divin. Et c'était assez impressionnant. Et donc moi, je le redis, qu'est-ce que ça nous a coûté et qu'est-ce que ça nous rapporte en termes d'image vis-à-vis de ces pays? Alors là, vous avez parlé du sabre, en effet, qui n'était pas du tout bien exposé. Mais là, on va quand même dépouiller le musée, le Quai Branly de ses statuettes. Donc c'est un autre sujet, encore, c'est différent. Je crois qu'au musée du Quai Branly, au musée Jacques Chirac, il y a 600 000 objets. Est-ce que les 26 statuettes qu'on a remis aujourd'hui, on peut considérer que bon, c'est quelques statuettes et c'est symbolique et ça a une telle force, une telle puissance dans le pays qui les reçoit
que franchement, est-ce que l'enjeu n'en vaut pas la chandelle? Alors, abordons maintenant la question purement juridique de la possibilité de restitution, encore que j'aime pas le mot. C'est assez simple pour ce qui sont les collections muséales. Elles sont protégées par le Code du patrimoine, l'article 451.5 de mémoire. Les collections muséales françaises qui appartiennent au domaine public sont inaliénables, elles sont insaisissables et imprescriptibles. Donc on a légiféré de manière exceptionnelle pour remettre ces objets. Et ça, c'était un peu le débat. Pour le coup, il y a eu un débat sur est-ce qu'on élargit et est-ce qu'on systématise ce genre de remise, de restitution, ou est-ce qu'on doit à chaque fois légiférer sur l'objet à remettre. Et moi, j'avais en commission suggéré, par exemple, la restitution du bournous de l'émir Abdelkader à l'Algérie, qui pour moi était un symbole très important. Et effectivement, on a eu ces débats-là. Et donc, je suis plutôt effectivement de l'avis, pour le coup, du gouvernement, de dire faisons-le de manière parcimonieuse. Ne bradons pas non plus nos œuvres, les œuvres qui sont aujourd'hui dans nos musées, et voyons avec les États, d'abord selon la demande des États, selon que les États sont capables aussi de recevoir certaines œuvres, parce qu'il ne s'agit pas de tout prendre et de tout envoyer avec, disons, des infrastructures muséales qui ne sont pas aux normes et qui ne sont pas capables de recevoir. C'est ce que disait madame dans cette interview, dans ce reportage. Il faut que les pays soient aussi capables de recevoir, donc de construire des infrastructures muséales capables de les recevoir. Et de l'autre côté, il faut que nous, avec des accords entre États, etc., mais on parte d'un principe, c'est que ces œuvres-là n'appartiennent ni à la France ni au pays auquel on restitue. Ce sont des œuvres d'art, elles sont universelles, elles appartiennent, c'est un bien commun universel de l'humanité. Et donc, il faut aussi avoir des allers-retours, essayer de créer une sorte de circulation de ces œuvres pour permettre petit à petit à ces pays de pouvoir accueillir ces œuvres. Parce que il y a aussi... Vous partagez le point de vue de Stéphane Martin, l'ancien président du Quai Branly, qui dit, voilà, en fait, il ne faut pas forcément les restituer, mais les faire circuler et aider les pays africains à faire des expositions, par exemple. Voilà, vous partagez cette opinion? De ce point de vue-là, il y a un gros sujet qui, à mon avis, est le plus important, c'est aussi celui de la formation. Parce qu'il faut aussi être formé à l'entretien, il faut être formé à l'exposition, il faut être formé à l'accueil du public. Disons, faire tourner, je le dis de manière vulgaire, mais faire tourner un musée, c'est un métier. Et donc, il faut accompagner aussi les pays à ce métier-là. Et dans certains pays, la culture muséale n'est pas forcément une culture très développée. C'est le cas de l'Afrique, il y a assez peu de musées en Afrique, finalement. Et on le voit, d'ailleurs, on le voit. Et donc, moi, quand je vais à Dakar et que je vois le musée de Dakar, ou quand je vais à Abidjan et que je vois le musée des civilisations, c'est une fierté. Mais ça reste, malgré tout, des cas assez exceptionnel, et il faut le vulgariser, il faut que ça devienne la norme, et il faut que nos partenaires africains soient capables d'accueillir ces œuvres. Et je pense que c'est la condition pour avoir cette nouvelle page que le président de la République appelle de ses voeux. Et alors, si vous dites c'est la condition, ça veut dire qu'il y aura quand même très peu de pays qui pourront accueillir ces œuvres dignement, c'est-à-dire pouvoir les exposer comme elles le méritent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Il n'est pas question de vider les musées français et de dépouiller les quelques musées qui, pour le coup, il n'y en a pas tant que ça, qui mettent en valeur la culture africaine, qui mettent en valeur les civilisations noires, etc. Bon, donc, on peut les compter sur les doigts de la main, non? Voilà, on parlait du Caire, Abidjan, un petit musée, à Dakar. Et voilà, donc il faut faire attention. À Kinshasa. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus... il faut que ça se fasse de manière forte, symbolique, peut-être beaucoup plus fréquemment du côté du nord vers le sud, mais il faut aussi que le sud lui-même soit en position d'accueillir tout ça, parce que
On pourrait le faire encore pour des dizaines et des dizaines d'œuvres, sans que ça ne nuise au tourisme français, au tourisme culturel français. Parce que là aussi, c'est un enjeu. Le tourisme culturel, vous voyez bien, aujourd'hui, la France, elle a un objectif, c'est 100 millions de touristes par an. Si, après le Covid, la Covid, mais si on arrive à ces 100 millions de touristes par an, je ne sais pas combien précisément ça représente en termes de tourisme culturel, mais je pense qu'une grande partie des gens qui viennent en France, ils vont au château de Versailles, ils vont voir les différents musées, etc. Donc on a une forte, un fort afflux de touristes qui viennent pour voir nos musées, pour voir nos œuvres. Donc il n'est pas question de dépouiller nos musées de ces joyaux, mais on peut le faire intelligemment avec nos partenaires africains et puis dire, on construit, on rédige ensemble cette nouvelle page dans ce nouveau livre de la relation entre la France et l'Afrique. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de regarder un exemple au Congo où ils ont construit un musée en partenariat avec la Corée. On regarde ça tout de suite. Très bien. Luba, Pende, Chokwe. Les civilisations congolaises sont à l'honneur au nouveau musée national de Kinshasa. Situé à côté du Parlement, le centre rassemble de nombreux trésors de l'histoire du Congo, de la préhistoire à l'indépendance, en passant par les temps douloureux de l'époque coloniale belge. Ce musée retrace notre histoire, montre notre identité culturelle et montre la richesse de la diversité culturelle de la RDC. Vous savez que le musée, c'est un point de référence. On retrouve des collections qui s'enracinent à notre culture, à notre être profond. Dans ces salles climatisées, un petit échantillon du riche patrimoine culturel du pays. Des conditions qui contrastent avec le centre vétuste où est conservée une grande partie des pièces nationales. Que ces autorités ont remarqué qu'il y avait des problèmes de conservation et ainsi de suite. Il n'y avait pas aussi une salle assez significative pour montrer, disons, l'étendue de la richesse de la collection que portait l'Institut des musées nationaux. C'est alors qu'a commencé vraiment le projet pour qu'il y ait un musée. Fruit d'une coopération avec la Corée du Sud, le musée, qui a coûté 21 millions d'euros, a aussi pour vocation d'accompagner l'ouverture du pays aux touristes et visiteurs d'origine congolaise. On vient d'Allemagne, on est ici pour retourner sur les traces de notre père qui est congolais, de la RDC. Et pour ça, vous commencez dans le musée? On s'était dit, pourquoi ne pas commencer directement dans le musée avant demain de rencontrer la famille pour avoir une vue un peu plus large du Congo. Ouvert un an après le musée national de Dakar, l'édifice pourrait rouvrir le débat sur la restitution du patrimoine africain, pillé durant l'époque coloniale. Je pense que là, pour le coup, l'Afrique a tellement de défis devant elle que celui de la culture peut paraître très secondaire. Mais en vérité, si on doit être un petit peu, disons, clairvoyant, visionnaire pour l'Afrique, effectivement, celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne peut pas savoir où il va. Et le fait que la réappropriation du patrimoine par les Africains est en train de voir le jour, et là je suis très heureux d'entendre ce reportage avec ces jeunes qui disent on veut savoir exactement d'où vient notre père, et avant de voir notre famille, on va voir d'abord l'histoire de notre pays pour savoir qui on est. Même si apparemment ils n'avaient jamais mis les pieds au Congo avant. Ouais. Donc c'est exactement ça. Et je pense que ça permettra de réconcilier les mémoires et ça permettra, encore une fois, d'écrire cette nouvelle page. Et je crois que c'est plutôt le bienvenu en ce moment, dans un moment où, plutôt que de réconciliation, on parle de conflit, de confrontation, on est dans un échange où la peur est au cœur de tout et où l'ignorance est au cœur de tout. Et donc je crois que c'est vraiment par la culture qu'il faut qu'on commence. Et à votre avis, beaucoup disent que le président Macron a ouvert une boîte de Pandore en disant on va restituer des œuvres aux Africains. Comment on doit le comprendre ? Franchement, si on procède par loi, les gens qui disent cela n'ont vraiment pas à s'inquiéter. Si on procède par loi sur chaque objet, on va effectivement, s'il y avait eu un projet de loi cadre global
et qu'on ouvre la boîte de Pandore. Et effectivement, là, ça aurait pu être problématique. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc si on résume la situation, aujourd'hui, comment un pays africain peut-il récupérer des œuvres et comment ça doit se faire au niveau législatif? Voilà, moi j'avais proposé le bournous d'Abdelkader, de l'émir Abdelkader, et donc on m'a expliqué, le ministre m'a expliqué qu'en fait il faut d'abord que les États formulent la demande et qu'elles soient en capacité d'accueillir l'objet. Parce que si vous formulez la demande, mais que derrière, vous n'avez pas les infrastructures, c'est pas possible. La France, il n'y a aucun spécialiste du patrimoine qui le laisserait faire. Donc, il faut que les pays soient en mesure d'accueillir ces œuvres. Et quand les pays ont formulé la demande en mesure là, on rentre dans une démarche bilatérale où il y a une convention entre les États. Par exemple, pour le sabre de Hadj Omar Tall, on a rendu le sabre avant la loi. C'est-à-dire qu'on y avait été en 2019 et la loi n'a été votée que ce mois-ci. Comment ça se passe entre-temps? On fait une sorte de convention de prêt pour, on va dire, 5 ans, 10 ans, en attendant la loi. Et donc, comme ça, par ailleurs, on voit l'accueil que le pays fait, etc. Et puis, il y a un échange, en tout cas, disons qu'on remet aussi sous condition. Voilà, et c'est une bonne chose. Mais à votre avis, comment décider de ce qu'on doit rendre et ce qu'on doit garder? Comment distinguer les deux? Il faut que le pays formule la demande pour l'objet précis. C'est-à-dire que pour le cas du bournous de l'émir Abdelkader, ça n'a jamais été formulé par l'Algérie et ça n'a jamais été fait. On va prendre par exemple le cas des crânes des résistants algériens qui ont été remis en mai dernier à l'Algérie par la France, qui ont été restitués à la France. C'était donc des ossements des différents moudjahidines algériens qui avaient combattu contre la colonisation, que la France avait récupéré et qu'elle avait entreposé au Muséum d'histoire naturelle. Et donc, ça a été mon premier acte en tant que député. J'avais fait une lettre où je demandais la restitution des ossements des moudjahidines. Et le président de la République m'avait répondu que c'était quelque chose qui était en cours, etc. Le directeur du Muséum d'histoire naturelle m'avait aussi répondu poliment. La ministre de la Culture m'avait dit qu'il fallait une loi. Il fallait une loi pour opérer cette restitution. Aujourd'hui, fin 2017, le président de la République a été en Algérie et a dit qu'il était prêt à rendre les ossements, mais il fallait que l'Algérie fasse la demande. En janvier 2018, l'Algérie a fait officiellement la demande. Et en mai 2020, on a restitué dans le cadre de ce que je vous disais, d'une convention, etc. Et puis c'est une restitution, donc va suivre un projet de loi, vont suivre des accords bilatéraux, etc. Voilà. Mais là aussi, sur la question des ossements, pour nous, c'est rendre des ossements qui, entre guillemets, n'ont pas forcément une valeur, à part que c'est des êtres humains dont on parle quand même, mais n'ont pas une valeur, entre guillemets, muséale. On ne les entrepose pas, on ne les expose pas. Ils étaient, disons, dans des cartons au sein du Muséum d'histoire naturelle, mais il fallait voir la manière dont les Algériennes et les Algériens les ont accueillis en mai 2020. C'était exceptionnel. Il y a eu un avion affrété spécialement pour les ossements. L'ambassadeur était dans l'avion. L'ambassadeur d'Algérie en France était dans l'avion qui a rendu. Et moi, il m'a raconté, il m'a dit que c'était exceptionnel. Une grande cérémonie officielle, etc. Enfin, voilà, donc nous, on ne se rend pas compte de l'impact que ces restitutions-là peuvent avoir. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va venir manifester devant le ministère de la Culture pour demander les ossements des moudjahidines algériens en France. Donc, ou même les voir, faire la queue pour venir les voir. Voilà, donc voilà. Après, c'est une question aussi de bon sens, d'équilibre à trouver, et à chaque fois, de quelle puissance symbolique derrière. Merci, monsieur le député, d'avoir été avec nous, et à très bientôt. Merci, merci.